compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. À présent, nous parlons de Joseph et ses frères, livre de Thomas Mann, évidemment, que présentait en 1991 George Steiner dans l'émission Une vie, une œuvre. La reprise d'un grand thème biblique. Au moment de la victoire d'Hitler, au moment où Hitler déferle sur le peuple juif, a été, on l'a dit 1000 fois, un acte d'opposition de très grande envergure. C'est une honnêteté, une franchise, un pathos intellectuel de classe, de très haute classe. Écrire à ce moment-là la grande trilogie en allemand fondée sur un des patriarques du judaïsme. Les premières 50 ou 60 pages, celles du prologue célèbre, celles sur le puits du passé, la source cachée et profonde, ensevelie dans le noir de la terre, d'où surgissent les destins d'un peuple, d'où surgissent les rêves, les mythes. Il y a là tout un côté jungien plutôt que freudien. L'évocation d'une mémoire collective, d'un inconscient historique, d'un héritage de rêves me semble parmi les plus belles choses dans la littérature moderne et un des très grands documents aussi pour le mystère de la survie du peuple juif. Bonjour Hélène Vuillet. Bonjour. Ça vous semble également, comme à George Steiner, l'une des plus belles choses de la littérature moderne, ce Joseph et ses frères, Thomas Mann? Oui, ça me semble une des plus belles choses de la littérature moderne. Si je peux commencer par une opinion subjective, c'est pour moi son plus merveilleux roman. Il atteint là, à mon sens, il a 50 ans passés quand il écrit, il atteint là, à mon avis, sa maturité. Le roman est époustouflant, il est délicieux, il est pétillant, il est haut en couleurs, c'est une saga extraordinaire, non pas une trilogie comme a dit George Steiner, mais une tétralogie qu'il met 16 ans à écrire, qui fait 2000 pages et vraiment c'est un enchantement littéraire. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Thomas Mann, les métamorphoses d'Hermès, paru en 2007 aux presses universitaires Paris-Sorbonne, où vous vous intéressez à la figure d'Hermès, le messager des dieux et le dieu favori de Thomas Mann. On va en parler, mais avant cela, je pense qu'il serait bon peut-être de redire aux auditeurs un peu plus précisément ce qu'est ce livre que vous avez déjà commencé d'évoquer, Joseph et ses frères. Vous dites que c'est le roman pivot de la carrière littéraire de Thomas Mann. Pourquoi ? En fait, quelque chose bascule à ce moment-là dans la carrière littéraire de Thomas Mann. Si on regarde bien, il y a une forme d'élargissement progressif de l'intérêt. On a commencé par un roman allemand, Les Buddenbrook, puis La Montagne Magique, un roman européen. Là, on passe à un roman d'amplitude universelle. Et quelque chose bascule parce qu'il fait ici son passage qu'il appelle, lui, le passage de la problématique individuelle et bourgeoise à une problématique universelle, mythique. Et donc, il y a un enjeu humaniste universel là qui apparaît dans son écriture. Et c'est vraiment, c'est son grand œuvre, c'est l'œuvre majeure de sa vie. Il l'appelle son Faust. Donc pour lui, c'est vraiment le roman de l'accomplissement. Et pourtant, ça n'est pas son roman le plus célèbre. La Montagne Magique est plus célèbre, Mort à Venise est plus célèbre aussi. Vous avez raison, c'est pas son roman le plus célèbre et je le déplore. Donc, merci de donner l'occasion de parler de ce roman. Il y a peut-être des raisons qui expliquent le fait que ce roman ne soit pas le plus célèbre. Peut-être le côté imposant du roman, 2000 pages, décourage peut-être bien des lecteurs. Il y a, à mon avis... On peut lire chacun des tomes séparément? Oui. Les 4 tomes sont... Ça commence par l'histoire de Jacob, qui est le père de Joseph. L'histoire de Jacob est le récit cadre des aventures de Joseph, puisque la tétralogie commence par les histoires de Jacob et l'histoire de Joseph s'achève au moment où son père meurt, donc par la mort de Jacob. Donc c'est vraiment le récit cadre, mais c'est quand même l'histoire de Joseph
Quelle était votre question? Non, mais on peut parler peut-être justement de Joseph. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, Joseph, oui, Joseph, en fait, Thomas Mann reprend cette... pourquoi ce n'était pas le roman le plus célèbre? Il faudra quand même... pourquoi ce roman n'est pas resté le plus célèbre? Il faudra répondre à cette question. Si vous voulez. Ah oui, je veux bien le dire, parce que je pense il y a quelque chose, dans l'interview, cela a été évoqué, ce roman commence par un prologue qui fait 60 pages et qui est très hermétique. Et en fait, je pense que ce prologue de 60 pages décourage beaucoup de lecteurs. Et si je peux donner un conseil que Thomas Mann, j'espère, me pardonnera, on peut rentrer dans l'histoire de Joseph, rentrer dans le délice de cette histoire au long cours, et puis après, il est toujours temps de revenir lire le prologue qui est programmatique et qu'on comprendra d'autant mieux après la lecture du livre. Mais à l'époque, ça a été un succès? En Allemagne et en France? Alors à l'époque... et aux États-Unis, parce que... C'était un succès quand même, parce que Thomas Mann avait la stature qu'il avait, donc de toute façon, voilà. Mais ces deux éditeurs l'avaient mis en garde, son éditeur allemand et son éditeur suédois, lui avaient dit, enlevons le prologue, ça va nuire au succès du livre. Et Thomas Mann avait dit à son éditeur suédois, non, ça nuira pas, d'ailleurs, il a du succès en Allemagne. Donc non, ça n'a pas nui au livre, mais n'empêche que c'est malheureusement pas le plus connu, alors qu'à mon avis, c'est le plus pétillant. Alors l'histoire, donnez-nous encore plus envie. Alors l'histoire, c'est celle de Joseph, en fait. Donc cette histoire de Joseph qui est dans la Genèse, donc dans l'Ancien Testament. Joseph, le fils de Jacob, qui a cette histoire extraordinaire, il est en fait le préféré de son père parce que c'est le fils de Rachel, parce que c'est le plus beau, parce que c'est aussi le plus intelligent des fils, et ses frères sont jaloux. Et donc, ils vont jeter leur frère Joseph dans un puits. Ils le laisseront pas mourir, ils le vendront à une caravane de Médianites qui passait par là. Ils l'emmènent dans une traversée du désert. Joseph va être vendu comme esclave dans une grande maison égyptienne, celle de Potiphar, le flabellifère de Pharaon, c'est-à-dire son porte-éventail. De la place de dernier esclave de la maison, à cause de sa beauté, à cause de ses talents, il va devenir le premier esclave. Et la maîtresse de maison va tomber amoureuse de lui. Elle va essayer de le séduire, mais il va résister. Et comme il résiste, elle l'accuse de viol. Et Joseph... Voilà, la grande probité qui ne paye pas. Et voilà, Joseph est jeté à nouveau en prison. Donc, deuxième chute dans une fosse, après le puits, le cul de basse fosse de la prison. Et puis, en fait, dans cette prison, il y a un panetier, un échanson de pharaons qui ont échoué là parce que l'un est soupçonné de trahison, et il va interpréter le rêve, et l'un va être les chansons va être restauré auprès de Pharaon, qui un jour va faire les fameux grands rêves pharaoniques des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Il faut les interpréter, personne ne sait les interpréter, et tout d'un coup les chansons se rappellent que là-bas en prison, il y avait un jeune homme merveilleux qui savait interpréter les rêves. Et donc Joseph est sorti de prison, il interprète le rêve de Pharaon, et Pharaon va faire de lui son grand vizir. Alors pourquoi ce sujet selon vous, Hélène Vuillet? Pourquoi Thomas Mann choisit-il de s'intéresser à cet élément de l'Ancien Testament? Alors, il y a plusieurs raisons sans doute. Je pense que le premier, c'est parce qu'on a là un petit roman dans l'Ancien Testament, et que, ma foi, c'est une belle matière pour un auteur. Il y a ensuite le sujet évoqué dans l'interview que vous avez présentée en ouverture, à savoir que... Avec George Steiner. Et voilà, il était intéressant à une époque où on faisait un usage assez obscurantiste des mythes en Allemagne, en allant chercher dans le fond de la mythologie germanique de quoi étayer la glorification de la race allemande et étayer aussi le délire raciste. Il était intéressant d'aller chercher une autre matière mythologique, mais je dirais qu'il y a des raisons plus personnelles qui, à mon avis, sont plus intéressantes. Il faut savoir que ce petit roman, ce petit roman, c'est pas un roman dans la Bible, cette histoire de Joseph, Goethe avait voulu en faire une stylisation, et il avait échoué. Et il y a une rivalité... j'allais dire inconsciente, c'est faux. Une rivalité intérieure très consciente entre Thomas Mann et Goethe. Thomas Mann rêvant peut-être d'être le Goethe du XXe siècle. Et donc, voilà, il s'essaye à cette matière qui avait tenté Goethe. Il y a aussi, je pense, une autre raison.
C'est qu'en fait, on parlait du basculement. Vous avez remarqué jusque-là dans vos précédentes émissions que tous les romans de Thomas Mann, jusque-là, les destins des héros inclinaient irrémédiablement vers la tombe. Et là, Thomas Mann, il y a quelque chose qui bascule à l'intérieur, c'est-à-dire il est à la recherche d'un modèle héroïque qui va dans le sens d'un accomplissement radieux. Et voilà, le modèle est donné. Et puis aussi, il y a quand même un contexte qui est un contexte historique d'antisémitisme. Et là, Thomas Mann décide de se baser sur un récit qui est avant tout un récit juif. Donc il y a une espèce de prise de position là. Bien sûr, il y a une prise de position. C'était justement parce que c'était tout à fait inactuel que c'était pour Thomas Mann décidant de lutter contre la barbarie nazie, c'était justement parfaitement actuel d'aller chercher une matière judaïque. D'autant plus que sa femme est juive. D'autant plus que sa femme est juive. Alors Hélène Vuillet, votre livre s'appelle Les Métamorphoses d'Hermès et il faut que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi, parce que finalement ce livre prend Joseph et ses frères comme prétexte à parler de la figure d'Hermès, mais vous étendez le rapport de Thomas Mann à Hermès à l'ensemble de ses livres. Est-ce que vous pouvez d'abord nous redire qui était Hermès? Alors c'est très compliqué puisque bon, il y en a deux, c'est tout l'objet finalement de votre livre. Mais d'abord, le dieu Hermès, que tout le monde connaît, enfin a priori, qui est celui de la mythologie grecque. Alors oui, l'Hermès grec ou l'Hermès Mercure, comme on l'a appelé, enfin le Mercure des Romains, en fait c'est la divinité la plus protéiforme du panthéon hellénique, puisque c'est le messager des dieux, c'est le dieu des voyageurs, c'est le dieu des commerçants, c'est le dieu, puisque c'est le dieu des commerçants, c'est le dieu des voleurs pour les Grecs, c'est le dieu du beau discours. C'est le dieu des Buddenbrook. C'est là, exactement. C'est la famille des commerçants. Mais en fait, Mann. Hermès est là depuis l'enfance de Thomas Mann, puisque Thomas Mann jouait déjà tout petit à se déguiser en Hermès, donc ce dieu qu'il avait beaucoup intéressé dans le grand livre de mythologie grecque que sa mère lui lisait. Donc c'est le dieu de la belle éloquence, c'est le dieu de l'écriture, c'est un dieu facétieux, malicieux, qui fait des farces et qui est très roué, mais c'est aussi un dieu qui a une phase plus nocturne. C'est le dieu qui accompagne dans les états nocturnes, dans le sommeil, dans les rêves, ou bien c'est celui qui conduit au royaume des morts. Et donc c'est une figure de guide et d'initiateur. Donc c'est vraiment la divinité la plus protéiforme de l'Olympe, en fait. Et donc c'est celui que préfère Thomas Mann, qui n'est pas très facétieux quand même. Écoutez, je sais pas, lisez Joseph et ses frères et vous verrez que vraiment ce roman pétille de malice et là on voit vraiment un esprit facétieux à l'œuvre. Oui, c'est sa divinité favorite, sans doute à cause de... Bon, déjà, ça l'avait marqué tout petit, ensuite il y a cet Hermès sur le pont de Lubeck, nu, trônant, là, qui retient son attention. Et en fait, on peut déjà dévoiler les raisons de cette attirance. Je pense que Thomas Mann se sentait une forme de parenté, il se sentait un Hermès ou un fils d'Hermès, une identification mi-sérieuse, mi-ludique avec la divinité, puisqu'au fond Thomas Mann était doué de la grâce du verbe, grand voyageur, à l'aise dans l'écriture et malicieux aussi. Donc ça c'est le côté solaire de Thomas Mann, mais il y a aussi un autre Hermès
et c'est finalement le cœur de votre livre, je crois, que d'essayer de l'identifier, qui est l'Hermès trismégiste. L'Hermès trismégiste. Alors, redites-nous un là, petit peu ce que l'Hermès c'est. trismégiste, en fait, il y a deux figures qui sont venues se confondre, donc Hermès Mercure et Hermès Trismégiste, qui est ce personnage improbable à qui l'on attribue la paternité des premiers écrits dits hermétiques venant évidemment d'Hermès, et qui est l'ensemble des premiers traités de la tradition hermétique qu'on appelle la tradition alchimique en fait. Et la tradition alchimique, eh bien, on sait ce que c'est cette quête des fondeurs des métaux qui tâchaient de découvrir la recette secrète qui permettrait de transformer n'importe quel métal vil, la boue, le plomb, en or. Mais en fait, c'est une tradition initiatique. Et ce qui se cachait derrière derrière les images de ces grimoires décrivant les métamorphoses de la matière, il fallait lire en fait les aléas d'une métamorphose d'un autre ordre, d'une métamorphose spirituelle. Et au fond, quelle est votre thèse, ou plutôt quel est l'enjeu de votre recherche sur cette question-là? Où avez-vous voulu emmener le lecteur de votre livre? Alors j'ai voulu l'emmener là où Thomas Mann a voulu l'emmener. En fait, Thomas Mann avait découvert ce second Hermès au moment où il écrit La montagne magique. Elle n'est pas magique pour rien, cette montagne. Hans Castorp, qui l'enferme à Davos, dans cette espèce de creuset alchimique, va vivre tout un tas de transmutations spirituelles. D'ailleurs, sous l'égide de deux personnages dont l'un est franc-maçon, et on connaît la parenté de l'initiation alchimique et de l'initiation maçonnique. Et Thomas Mann découvre là cette imagerie de la transmutation qui conduit vers un accomplissement radieux. C'est pas très réussi au niveau d'Hans Castorp puisque il finit le nez dans la boue. C'est ça, pendant la Première Guerre mondiale. Il finit le nez dans la boue. C'est pas de l'or finalement. Ce n'est pas l'or à la fin, c'est la boue. Vous l'avez remarqué. Or dans Joseph, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Joseph, voilà tout un parcours où il est enfermé 2 fois, donc dans un creuset hermétiquement scellé, le puits, la prison. Il se métamorphose et là, il va avoir un accomplissement radieux. Et d'ailleurs, l'accomplissement radieux est raconté dans le 4e chapitre du 4e livre, hautement symbolique évidemment, et ce moment de l'accomplissement de Joseph s'appelle l'orification. Louis Servicen a traduit la dorure, mais voilà, effectivement, là on atteint l'or. Vous croyez qu'il y a de l'ésotérisme chez Thomas Mann et que finalement on ne l'a pas assez vu ? Alors, c'est une vraiment bonne question. C'est une question délicate. Je pense qu'il serait vraiment très faux de faire de cet auteur un parti pris, un partisan de l'ésotérisme. Cela dit, il y a quand même quelque chose là qui enchante l'imaginaire créateur. Donc il va puiser là-dedans. Voilà, maintenant il faut aller lire Joseph et ses frères pour en savoir plus. Et lire également Hélène Vuillet, Thomas Mann, Les Métamorphoses d'Hermès. C'est aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Et puis à noter également votre roman Cartographie de la splendeur qui vient de paraître, c'est aux éditions Publish Room. Demain, nous parlerons de Pacte diabolique dans 2 récits de Thomas Mann. D'abord dans La mort à Venise, et oui, on l'attendait quand même. Ce sera avec Laurence Schifano, spécialiste de Visconti. Et puis en seconde partie, nous parlerons du Docteur Faustus avec cette fois le germaniste Pierre Ruche. Mais tout de suite, sur France Culture, on retrouve Jacques Bonafé.